Tac. On est parti? Ouais, je sais pas. Ouais, Oui, oui. ouais, on est bon. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Oui, c'est bon, on est bon. Ok, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Antoine Surgo pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis en charge donc, de la partie industrie du futur et développement business pour nos membres au sein du pôle ID Forcar. Et aujourd'hui, donc, on va se retrouver pour ce webinaire dédié à la cybersécurité. Et voilà, et comme vous le savez, aujourd'hui, la transition numérique est un axe de progrès incontournable en fait, pour nos entreprises, qu'elles soient industrielles ou non, et qu'elles soient petites ou grandes. Mais ces espaces numériques sont aussi le lieu d'action criminelle et notamment de cyberattaques. C'est un sujet en fait, dont on parlait assez peu il y a encore quelques années, mais ces attaques peuvent en fait en un instant percuter tout un système d'organisation en verrouillant l'accès à vos données clients, en captant des données machines ou aussi même parfois jusqu'à aller jusqu'à piloter de façon malveillante des équipements. Pour faire face à ces cyberattaques qui se sont multipliées, je dirais, par 4 l'année dernière, le gouvernement a quand même mobilisé près d'1 milliard d'euros pour à la fois faire émerger des champions français de la cybersécurité, mais aussi accompagner les entreprises dans les démarches de sécurisation. Et donc aujourd'hui, on voulait vous faire un webinaire vraiment pratico-pratique sur ce sujet-là. Et je suis content d'avoir nos 3 intervenants sur cette journée, enfin sur ce webinaire, pardon. Et on va commencer déjà notre intervention, non pas avec le Bureau des légendes, mais avec Régis Dubrul, qui travaille donc du coup à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, et qui lui nous fera un état de la menace et nous présentera quelques outils de bonne pratique. Et moi-même, moi le premier, j'ai ces outils-là sur mon bureau, donc je pense qu'à la fin de ce webinaire, vous les aurez, vous vous dépêcherez de les télécharger pour les mettre aussi sur le vôtre. Ensuite, et je suis vraiment ravi qu'on ait la participation d'un des acteurs qui a été touché par ces problématiques de cybersécurité. Et ça, je ne vous cache pas que ça n'a pas été évident de trouver une entreprise qui voulait bien témoigner. Et pour ça, je remercie vraiment vivement Jean-Yves David pour son intervention, parce que c'est pas forcément le vecteur par lequel on a envie de faire la promotion de son entreprise, mais en tout cas, c'est vraiment très sympa de sa part, et parce que ça vous servira aussi à tous. Et j'espère que du coup, vous aurez beaucoup de questions à lui poser. Parce que du coup, il a vécu l'expérience et plutôt que vous la viviez aussi, profitez de cette expérience, quoi. Et enfin, on terminera du coup ce webinaire avec Romuald Conti de la société Opus Codium, qui lui du coup sera là pour vous présenter des solutions, des solutions que eux développent et des solutions un peu plus de manière générale pour que vous puissiez vraiment prendre pleinement conscience de ces sujets-là et mieux vous protéger, quoi. Bien entendu, si vous avez des questions, le chat reste ouvert et si vous voulez, vous pouvez aussi prendre la parole pour poser vos questions et ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Et donc voilà, je vais passer du coup tout de suite la main à Régis. Merci Régis, je pense que du coup tu as déjà la main. Oui, c'est bon, merci Antoine. Voilà, donc pour que tu Tu nous fasses m'entends? cet état des lieux et le partage de bonnes pratiques. D'accord, merci Antoine, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Régis Dubrul, je suis le délégué régional de l'ANSSI pour les Pays de la Loire. C'est pour ça que voilà, vous avez une mise en valeur de la région Pays de la Loire sur mon fond d'écran. Je vais parler effectivement pendant une petite demi-heure d'état de la menace sur la cybersécurité et notamment dans les milieux industriels. Alors, je vais partager mon écran, donc normalement, vous devriez le voir d'ici quelques instants. Il est ici, mais il n'est pas là. Partagé, c'est juste pas la bonne diapo, mais c'est pas grave, je remets sur la bonne diapo. Et je vais commencer, comme traditionnellement, par une présentation de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En fait, on est une autorité nationale en matière de cybersécurité rattachée directement au service du Premier ministre. On a en fait 3 missions pour un public prioritaire, que sont les administrations, les collectivités territoriales et tout ce qui est OIV et OSE. Ce sont des structures publiques privées qui sont vraiment critiques pour le fonctionnement de la nation. OIV, c'est organisme d'importance vitale et organisme de service essentiel.
Donc, je parlais de 3 missions. On a effectivement une mission de défense. On va intervenir en cas d'attaque, on joue le rôle de cyberpompier. On a une mission de prévention au travers différents axes, notamment la définition de réglementation au niveau française et au niveau européen. Et puis aussi, des choses qui sont peut-être plus concrètes pour vous, peut-être plus intéressantes, la qualification de prestataire de cybersécurité et la certification de produits. Par exemple, si vous souhaitez mener un audit de cybersécurité, un audit d'intrusion, eh bien nous, on a une liste de prestataires qu'on a qualifiés et dont on vous assure le niveau de compétence. Et enfin, on a une mission d'information et de sensibilisation au travers, par exemple, ce type de webinaire, au travers un site internet dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de documentations, je vous en parlerai un peu plus tard, ou par exemple, une formation en ligne qui s'appelle Secnum Academy, qui est plutôt intéressante. Alors, ce qu'on ne fait pas à l'ENSI, ce sont des actions offensives et des actions de renseignement. Tout ce qui est offensif, c'est plutôt les militaires, voire certains services de police, et idem pour les renseignements. C'est vraiment la particularité d'un modèle français d'avoir dédié une administration exclusivement à la défense des systèmes d'information en matière de cybersécurité. C'est vrai que sur ce sujet de la cybersécurité, on est vraiment aujourd'hui dans un état où on a de plus en plus d'attaques. Et d'ailleurs, vous aurez le témoignage après mon intervention d'une victime. Aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur la particularité des systèmes d'information industriels qui apportent, j'allais dire, une couche supplémentaire. Ça devrait passer, un niveau supplémentaire sur la surface d'attaque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les systèmes d'information industriels ont des particularités par rapport à des systèmes d'information de gestion et d'administration. Alors, vous verrez dans ma présentation, je mets ICS pour système d'information industriel. C'est plus court sur la diapositive. Donc, quelles sont ces particularités? Déjà, vous le savez tous, les ICS ont un impact sur le physique, le monde physique. Je prends l'exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, avant d'intégrer l'ENSI, j'étais RSSI d'une coopérative agricole, une grosse coopérative agricole, où on avait des sites industriels. Et je prends par exemple un silo. Un silo, c'est ventilé. Un silo dans lequel on met des céréales, c'est ventilé. Et si il n'y a pas de ventilation, le silo explose. Eh bien, ces systèmes de ventilation sont gérés à distance. S'il y a une attaque dessus, eh bien, vous pouvez avoir une explosion du silo et donc des dégâts physiques. Pour gérer ce silo, ce système d'information, eh bien, vous avez un réseau souvent, et là, vous n'avez pas de réseau. On a souvent des liens entre le système de gestion et le système industriel, ce qui fait que les deux mondes sont connectés pour le pire et pour le meilleur. Les cycles de vie des ICS sont beaucoup plus importants, ça c'est vrai, c'est-à-dire que généralement l'informatique industrielle est liée aux équipements industriels qui sont mis en place et les durées d'investissement sont 10-15 ans. Moi, ça m'est arrivé en tant que RSSI, un responsable sécurité système d'information dans cette coopérative, de demander la mise à jour de serveurs, d'ordinateurs, de logiciels qui faisaient tourner des robots. Et on me répondait, non, c'est pas possible parce que si je veux faire la mise à jour, il faut carrément que je change toute la robotique qui se trouve derrière. Donc les coûts sont beaucoup plus importants que ceux d'un changement d'ordinateur. Ce qu'on voit aussi dans les milieux industriels, c'est qu'il n'y a jamais de débat ou rarement des débats sur la sécurité physique. Donc quand il s'agit d'investir pour améliorer la sécurité des personnes ou des biens, les budgets sont débloqués, ce qui n'est pas forcément le cas de la cybersécurité. Le discours qu'on entend régulièrement, c'est écoutez, ça marche comme ça, donc il n'y a pas de raison que j'investisse pour mettre à jour ou pour améliorer. Et enfin, dernier critère ou dernier axe qui fait que la surface d'attaque augmente de plus en plus, c'est l'avènement de l'Internet des objets. De plus en plus, dans les systèmes, dans les milieux industriels, on va connecter, on va mettre des capteurs pour piloter tout ça. Ça fait autant de points d'entrée, autant de matériel qui sont piratables et qui vont augmenter la surface d'attaque. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces systèmes industriels, finalement, systèmes informatiques industriels,
eh bien, font qu'il y a de plus en plus de dangers et une surface d'attaque qui augmente. Alors, je parle de danger depuis tout à l'heure. Eh bien, c'est concret. Aujourd'hui, vous avez des attaques sur les systèmes d'information industriels. Quelques exemples qui sont assez récents. Aux États-Unis, en mai 2021, vous avez peut-être entendu parler d'une attaque qui a en fait atteint une entreprise qui gérait un pipeline, un oléoduc. L'entreprise a dû tout couper, c'était un rançongiciel, et donc couper l'activité du pipeline. L'impact était quand même assez énorme puisque derrière, des stations d'essence se sont retrouvées en pénurie. Ça a même fait réagir Biden qui, à un moment donné, enfin, le nouveau président américain, qui a monté un peu l'écro et qui a demandé, je veux dire, peut-être poliment ou en tout cas avec plus d'insistance auprès des hackers, notamment de la zone Est, de se calmer un petit peu sur les systèmes d'information critiques. Autre attaque qu'on a vue cette année, une attaque sur une usine d'eau potable. Donc là, il y avait un hacker qui avait réussi à rentrer sur le système d'information et qui avait commencé à modifier les produits de traitement d'eau potable. Heureusement, il y avait des systèmes de contrôle, de contrôle qui étaient non connectés, et le pilote de la station de traitement d'eau potable s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était bizarre, et donc il a pu reprendre le contrôle de la station et bloquer l'attaque. Mais ils sont passés quand même pas très loin d'un empoisonnement à grande échelle d'un réseau d'eau. Alors ça se passe aux États-Unis, donc on se dit bon, c'est loin de chez nous, mais non, ça arrive quand même en France. En France, alors là, c'est pas une station d'eau potable, c'est une station de traitement des eaux, une station d'épuration à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées, dans le Béarn, qui a été victime, là aussi, d'un rançongiciel, et qui, l'impact, ça a été direct l'arrêt de la station. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en termes de menaces, elle est bien présente et on a de plus en plus d'attaques. Quelles sont finalement les grandes catégories de menaces? Vous avez la première catégorie, c'est la cybercriminalité, notamment au travers des rançongiciels. Donc c'est celle qu'il faut craindre dans un premier temps, puisqu'elle est vraiment, elle augmente, elle est exponentielle. Alors, tout à l'heure, Antoine parlait de 4 fois plus d'attaques. Ce chiffre vient de l'ANSSI. Entre 2019 et 2020, on a compté 4 fois plus d'attaques de rançongiciels. Sur les Pays de la Loire, par exemple, en 2020, moi j'avais identifié 13 attaques de rançongiciel. Et encore, je suis loin d'avoir identifié l'ensemble des attaques, puisque souvent les entreprises ne déposent pas plainte. Donc 13 attaques en 2020, et là j'en suis sur les Pays de la Loire à plus de 25. Donc vous voyez, et on n'a pas doublé, mais pratiquement on aura probablement doublé à la fin de l'année. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un premier semestre très impactant, avec beaucoup d'attaques. Ça s'est calmé en juillet et en août, et c'est reparti en septembre. À croire que les attaquants ont pris des vacances, puis ont regonflé les batteries et sont repartis dans leurs attaques. Autre type de menace, l'espionnage, c'est toujours d'actualité, ça a toujours été présent, ça passe un petit peu en dessous des radars puisque la menace rançongiciel et cybercriminalité prend le dessus, mais il faut toujours garder à l'esprit que cette menace existe toujours. Et enfin, on a une dernière menace qui est finalement des prépositionnements étatiques. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on voit des tentatives d'intrusion sur des systèmes d'information critiques, très probablement menées par des États en vue de préparer les conflits de demain. C'est même sûr, hein, les conflits de demain seront sur le terrain terrestre et aussi sur le cyberespace. Donc voilà, ce sont vraiment les types de menaces aujourd'hui qu'on voit. Et dans ce type de menaces, en fait, on voit ce qu'on peut constater, c'est que les sources de compromission, elles sont à peu près toujours les mêmes. On a 4 grandes catégories de sources de compromission. La première source de compromission, finalement, c'est une sous-sécurisation des systèmes d'information.
que ce soit industriel ou que ce soit administratif. Ce que j'entends par des sous-sécurisations, c'est que, par exemple, très récemment, on a eu, depuis 1 an et demi, là, on a le Covid qui est arrivé, la nécessité de déployer du télétravail pour permettre aux collaborateurs de pouvoir travailler à distance. Et des entreprises n'étaient pas prêtes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont permis l'accès, finalement, faciliter l'accès en mettant de côté la sécurité. Je prends un exemple qu'on voit là sur ma diapositive en haut à gauche. Eh bien, pour pouvoir accéder à distance à un serveur ou une application sur un serveur, je vais utiliser une connexion qu'on appelle RDP. C'est un protocole de Windows qui permet de faire une prise en main à distance. Bon, pour que ça soit facile, je mets juste un logon et un mot de passe avec ma connexion RDP. Et puis voilà, je peux accéder depuis mon ordinateur personnel sur un serveur. Eh bien, ce type de connexion, si vous l'ouvrez directement sur Internet, si vous mettez un mot de passe, j'allais dire standard, à 10 caractères, vous êtes à peu près sûr que, voilà, pour un hacker, si un hacker découvre que le service RDP est ouvert, eh bien, en 10 minutes, il réussit à voler le mot de passe avec des techniques, par exemple, ce qu'on appelle des attaques par force brute. J'utilise un ordinateur qui va envoyer des milliers de mots de passe à la seconde. Et au bout d'un moment, je vais tomber sur le mot de passe qui, s'il fait que 10 caractères, ça va être assez facile. Donc, sous-sécurisation des mots de passe, enfin, sous-sécurisation des systèmes d'information, qui fait qu'on expose le système d'information et ça rend la vie plus facile au hacker. Autre source de compromission, vulnérabilité des systèmes. Concrètement, pour faire fonctionner un système d'information, vous avez besoin de serveurs, d'applications, et ces applications ont des vulnérabilités, notamment si ces applications sont beaucoup utilisées, comme tout ce qui est sous Windows. Bien des hackers vont chercher à trouver ce qu'on appelle des failles, voire des failles 0D, donc des failles qui n'ont pas de correction. Et lorsqu'ils vont trouver des failles, ils vont pouvoir exploiter, par exemple, ce type de failles, oui, pour pouvoir accéder, prendre la main sur les serveurs. Alors, vous avez des organismes de cybersécurité qui font des recherches, qui découvrent des failles, qui proposent ce qu'on appelle des patchs de sécurité, donc des correctifs. Et ces correctifs ne sont pas toujours mis en place. C'est vrai que lorsqu'on a une machine qui tourne et qui fait tourner plutôt une chaîne de production, demander au responsable de maintenance, ça serait bien que tu arrêtes la machine pour faire la mise à jour. On a toujours quand même un peu de crainte, de peur que ça ne reparte pas. Mais hélas, c'est parce que ces systèmes ne sont même pas mis à jour que les pirates vont pouvoir exploiter ces vulnérabilités et pouvoir attaquer. Là, sur la copie d'écran que vous avez en bas à gauche, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents outils sur Internet qui sont en libre service, qui scannent en fait le réseau à la recherche finalement d'informations et qui sont disponibles à tout à chacun. Et donc là, vous pouvez, par exemple, à partir d'une vulnérabilité qui a été bien identifiée, on appelle ça une CVE, eh bien, rechercher tous les serveurs qui sont vulnérables à cette CVE. Troisième catégorie de vulnérabilité, je ne la présente pas parce qu'elle est hyper connue, le phishing. Donc ça, c'est du classique. Vous recevez un mail d'une personne que vous connaissez, parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les attaquants sont de plus en plus forts. Soit ils vont usurper l'identité d'une personne que vous connaissez, soit directement, ils ont piraté la messagerie de votre contact. Et ça se fait d'autant plus facilement qu'avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises se sont lancées sur Office 365 en utilisant le niveau de sécurité de base, qui est à mon goût pas assez suffisant. Il existe, mais en fait, par exemple, beaucoup d'entreprises n'ont pas activé ce qu'on appelle les accès multifacteurs, le MFA, ce qui fait que bien un attaquant, une fois qu'il a volé des identifiants d'une manière ou d'une autre, il peut accéder à distance à votre messagerie et donc la réutiliser pour envoyer des messages piégés dans lesquels vous avez potentiellement des virus qui vont permettre d'ouvrir la porte de votre système d'information.
Et enfin, dernière vulnérabilité, ce qu'on appelle les attaques via la supply chain, qui sont de plus en plus fréquentes. Et ça, c'est inquiétant parce que ça, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué de se protéger par rapport à ce type d'attaque. Alors concrètement, comment ça fonctionne, une attaque via la supply chain? Eh bien, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un site industriel qui a besoin d'avoir une température à un certain degré. Et donc, vous avez une GTB qui va faire fonctionner tout ça, une gestion technique du bâtiment. Pour faire fonctionner cette GTB, c'est un prestataire externe qui, via un accès à distance, va gérer la température du bâtiment. Faire la maintenance, etc. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que des attaquants vont chercher à pirater justement des chauffagistes, des personnes qui font de la maintenance à distance. Lorsqu'ils ont piraté, lorsqu'ils ont accédé au système d'information de ce tiers mainteneur, ils ne vont pas forcément lancer un rançongiciel. Ils vont uniquement identifier, en fait, ils vont essayer de voler des identifiants d'accès VPN, d'accès à distance à des systèmes d'information. Et à partir de ces accès, ils vont rebondir sur des cibles qui sont beaucoup plus importantes, qui vont éventuellement être payeurs par rapport à des rançons. Donc ça, c'est plus compliqué à se protéger. L'ANSSI a publié un certain nombre de guides, et notamment un guide d'administration à distance, de bonnes pratiques pour justement durcir ces accès, ce type d'accès. Alors vous voyez que les sources de compromission, il y en a pas mal parce qu'il y a de plus en plus d'attaquants. Et c'est vrai que les attaquants, finalement, se sont organisés, se sont professionnalisés afin de gagner de plus en plus d'argent. Alors, quand je parle de professionnaliser, vous allez voir, il y a un certain nombre d'experts. Premier type d'experts, ce qu'on appelle les attaquants de primo-infection. Donc, eux, leur objectif, ça va être de rentrer sur le système d'information et après de revendre cet accès. Sur la copie d'écran que vous voyez, en fait, ça vient du dark web, une copie d'écran que j'ai faite récemment, où vous avez un hacker qui revend 2 accès VPN à une banque indonésienne. Donc lui, il a juste, d'une manière ou d'une autre, récupéré ces accès VPN à 100 $. Vous voyez, c'est pas bien cher. Et c'est mis en vente sur un forum dans le dark web. Une fois que vous avez ces accès VPN, encore faut-il avoir les capacités de déployer un rançongiciel et de l'avoir conçu. Et bien là aussi, vous avez des experts, ce qu'on appelle des ransomware as a service, donc des groupes d'attaquants mafieux qui mettent à disposition des kits d'attaque. Alors vous avez tout dans le kit d'attaque. Vous avez l'environnement de gestion, dont vous avez une copie d'écran. Vous avez le service après-vente qui va faire la relation avec le client. Vous avez le portefeuille de crypto-monnaie, par exemple dans le cas d'un rançongiciel de Bitcoin. Et tout ça, c'est mis à disposition d'affiliés. On appelle ça des affiliés. Évidemment, le groupe qui met à disposition ce kit d'attaque se prend une commission au passage sur les rançons qui vont être payées. Et de plus en plus, ces groupes-là font de la promotion pour trouver des affiliés. Donc là, vous avez par exemple une copie d'écran d'un post qui a été publié sur le dark web dans le blog de Logbit, qui est un groupe de rançongiciels, qui carrément fait sa promotion en disant si vous souhaitez être affilié à notre programme, vous aurez tout un tas d'informations, un kit de formation qui vous permettra d'être efficace sur le déploiement des rançongiciels. Donc vous voyez la force en fait de frappe de ces attaquants qui se professionnalisent et qui mettent de plus en plus d'outils à destination de leurs affiliés. Mais une fois que vous avez des bitcoins, encore faut-il les transformer en espèces sonnantes et trébuchantes. Et bien là aussi, vous avez des spécialistes qui vont blanchir les bitcoins, enfin les crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, les portefeuilles de crypto-monnaies ont une adresse publique. Si on arrive à remonter au portefeuille, on voit les transactions. Donc, éventuellement, on peut remonter jusqu'aux attaquants pour permettre finalement de récupérer des dollars et des euros. Vous avez des experts qui, via généralement des cartes bleues volées, permettent de transférer les sommes et de transformer ces crypto-monnaies en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, vous voyez que ce n'est pas forcément évident, que la menace est vraiment présente. Fort heureusement, dans une petite lueur d'espoir, on va dire, on a des services de police qui arrivent à remonter jusqu'aux attaquants.
Vous avez depuis le début de l'année 3 exemples, j'en aurai un quatrième, de groupes de hackers qui ont été démantelés grâce en fait à de la collaboration internationale. Alors je dis grâce à la collaboration internationale, mais aussi grâce aux victimes qui ont témoigné, qui ont porté plainte. C'est parce que certaines victimes ont porté plainte qu'il y a eu des enquêtes de police, qu'il y a eu des investigations, et c'est grâce aux investigations qu'on peut remonter aux attaquants. Très récemment, là, début octobre, on a eu un nouveau gang qui a été arrêté, 2 personnes, mais donc Europol a communiqué sur le fait qu'ils avaient arrêté 2 personnes sans pour autant donner le groupe d'attaquants qui étaient concernés. Et effectivement, ils étaient en train de continuer leurs investigations, si bien que les autres membres du groupe d'attaquants se sont aperçus qu'ils étaient sur la sellette. Alors, en plus, il y avait 2 personnes d'arrêtées. Et donc, on voit d'ailleurs sur le dernier poste de ce groupe d'attaquants en disant bah oui, on est en train de se faire compromettre, donc je ferme boutique et je souhaite bonne chance à tout le monde. Donc, depuis, ils ont fermé. Au-delà de ces arrestations, il y a quand même des bonnes pratiques à suivre. Je vais être assez rapide parce que, comme vous l'a dit Antoine, on a des guides. Mais avant d'aborder les bonnes pratiques, c'est plutôt les mauvaises pratiques qu'il faut souligner et évidemment les reproduire. Une première mauvaise pratique, c'est les informations disponibles sur Internet. C'est-à-dire que les serveurs ou les serveurs qui sont connectés à Internet ont trop d'informations. C'est des choses qu'on peut, par défaut qui sont ouvertes, et donc on peut paramétrer les serveurs pour mettre un peu moins d'informations. Et puis vous avez aussi toutes les informations que les collaborateurs laissent sur les réseaux sociaux professionnels, dans les présentations commerciales, qui éventuellement peuvent être utilisées pour des attaques via ingénierie sociale. Autre bonne ou mauvaise pratique, par contre, les mots de passe qui sont utilisés, qui sont des mots de passe par défaut, vous utilisez des systèmes industriels de contrôle, eh bien, normalement, il faut demander à vos intégrateurs de changer les mots de passe par défaut. Et puis, évitez de mettre des mots de passe impairs dans les procédures d'exploitation, parce que si un attaquant récupère l'accès à votre système d'exploitation, eh bien, il va pouvoir voler et il va récupérer des informations qui peuvent être après réutilisées contre vous ou contre d'autres. Le provisoire qui devient définitif, là aussi, notamment dans le télétravail, ça a créé quelques drames. Et puis, j'en ai parlé aussi des systèmes d'information trop exposés sur Internet. Dans les bonnes pratiques, voilà, c'est passé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est déjà que le sujet cybersécurité doit être pris au niveau de la direction. Il faut que vraiment on ait une prise de conscience de ce sujet dans l'ensemble des directions qui va permettre après de déployer les actions de protection, notamment la formation des utilisateurs, notamment la gestion des privilèges. Éviter de mettre, par exemple, d'être administrateur de son poste. Il faut laisser ça aux administrateurs. Le cloisonner les réseaux. Donc, généralement, cloisonner les réseaux, eh bien, c'est des investissements qui sont importants. Un réseau pour le système d'information de gestion, un réseau pour le système industriel. Voilà. Un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent être validées par la direction. Et puis, se préparer, ce qui est important, c'est d'avoir les systèmes de détection. Donc, détecter les incidents. Excusez-moi pour la petite faute d'orthographe que je n'avais pas vue. Et puis avoir des processus de gestion des incidents. Concrètement, en fait, il faut que vos collaborateurs sachent quoi faire lorsqu'ils sont victimes d'un incident cyber ou, par exemple, s'ils ont cliqué sur un lien de phishing. Il faut vraiment qu'ils sachent à qui s'adresser et le faire rapidement sans garder, sans se dire « j'ai fait une bêtise, je ne vais rien dire parce qu'on ne sait jamais ». Il faut être vraiment le plus réactif par rapport à ça. Et notamment, si vous êtes en crise, eh bien, avoir préparer cette crise et avoir tous les éléments pour pouvoir la gérer. Voilà, j'en ai terminé. Au-delà d'ailleurs de la cybersécurité sur les systèmes industriels, vous avez quand même des bonnes pratiques à suivre qui sont disponibles dans ces 2 guides. Ce sont des bonnes pratiques de bon sens. Ça ne va pas vous garantir à 100% que vous n'aurez pas d'attaque cyber, mais ça va quand même rendre les choses plus difficiles aux attaquants. Et aujourd'hui, il y a tellement de victimes potentielles
que si l'attaquant passe trop de temps à vouloir pirater un système, il va passer au voisin. Donc, voilà, l'idée, c'est de se dire, dans la cybersécurité, sauf si vous avez des informations sensibles ou du contexte vraiment sensible, l'idée, c'est au moins de mettre en place les bonnes pratiques de cybersécurité. Et à partir de là, déjà, ça vous couvre une bonne partie. Voilà, j'en ai fini, Antoine, de mon intervention. Merci Régis. Je C'est serai vrai que disponible pour des ces questions. petits fascicules, je vous invite vraiment à les télécharger. Moi, enfin, ce que je vous disais en introduction, c'est moi-même, je les ai sur un coin de mon bureau. Et je vous invite vraiment à capter ces liens-là et puis de les diffuser en interne chez vous pour au moins faire prendre conscience à vos collaborateurs qu'il y a des risques et que, voilà, avec ces guides qui se lisent très, très bien, quand même, faut reconnaître que c'est pas. Ça va, c'est pas très compliqué, puis ils sont pas hyper épais. Enfin, vous voyez, enfin, c'est quand même pas, c'est quand même vite lu. Si ça peut déjà vous faire un bond en avant. Alors après, moi, j'ai quand même une question, Régis, c'est une question toute bête, tu vois, mais aujourd'hui, comment enfin, j'avais déjà entendu cet argument-là avec une précédente intervention, notamment celle du capitaine Perpena sur l'accès à Internet, tu vois, aux collaborateurs. Et en fait, je me dis finalement, un employeur ne veut pas forcément brider ses collaborateurs sur l'accès à Internet, parce que du coup, des fois, tu peux avoir besoin de rechercher quelque chose de rapide. Et puis, bon, le plus simple, c'est de laisser ouvert et laisser les accès. Finalement, comment t'expliques en fait ça à tes salariés, enfin, en termes de bonne Alors, pratique? voilà, un collaborateur doit pouvoir accéder à Internet. C'est pas ce que je me suis peut-être mal exprimé en disant qu'il ne fallait pas avoir des accès Internet. Non, c'est pas ça. C'est effectivement, on a besoin d'avoir des accès Internet. Par contre, il y a quand même des mesures de protection à avoir. Par exemple, si le collaborateur a les droits d'admin sur son poste et qu'il a en même temps accès à Internet, il y a un risque. Parce que s'il va sur un site corrompu, eh bien, en cliquant sur un mauvais lien, par exemple, un virus peut se mettre sur la machine. Et s'il y a les droits d'admin, c'est une facilité pour l'attaquant pour reprendre la main sur le poste. Autre bonne pratique, si on doit mettre en place des accès à Internet, c'est avoir des outils de protection, ce qu'on appelle des firewalls ou des filtrages web qui vont par exemple à des machines qui se trouvent entre l'utilisateur et Internet. Ils vont dire, voilà, l'utilisateur va sur ce site Internet, il fait partie d'une liste qui est pas malveillante, donc c'est bon, je laisse passer. Par contre, il va sur ce site Internet que j'ai repéré comme étant malveillant, donc là, je bloque. Et dernière chose aussi à faire, c'est d'avoir des outils de surveillance. Et ça, souvent, c'est mis un peu de côté. C'est déjà c'est légal. Il faut qu'une entreprise puisse enregistrer au moins pendant un an, je crois, toutes les connexions Internet, savoir sur quel site les collaborateurs sont allés, et avoir éventuellement des systèmes de détection en disant il se passe des choses bizarres. Et dans les systèmes de détection, aujourd'hui, vous avez des nouveaux outils qu'on appelle EDR, c'est les antivirus nouvelle génération qui justement détectent les comportements bizarres des machines. Ouais, si vous avez du flux qui sort à 3 heures du matin, des choses comme ça. Voilà, des choses comme ça. D'accord. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci. Il faudrait qu'on prenne le temps aussi, un de ces quatre, de regarder aussi, ou de trouver en tout cas un acteur qui serait capable de nous parler de tous les business models qui tournent autour de la cybercriminalité, parce que c'est quand même des choses qui explosent et il y a des choses, et même du côté obscur de la force, je dirais, il y a quand même les enjeux sont purement économiques, donc c'est quand même assez intéressant. Une anecdote en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'affiliés et les groupes d'attaquants qui proposent l'équipe d'attaque se prennent des commissions importantes et il y a des affiliés qui ne sont pas contents. Et donc, on voit qu'il y a des guerres entre affiliés. Et il y en a un notamment, par exemple, qui n'était pas content et qui a communiqué au grand public, en fait, tout le kit de formation du groupe d'attaque, ce qui donne des armes supplémentaires à la défense. D'accord, ok. Ouais. Même entre eux, c'est la guerre. Donc voilà. Rien n'est simple de ce côté-là non plus. Très bien. Ok, merci beaucoup, Régis. Du coup, je vous propose qu'on passe la parole du coup à Jean-Yves qui réactive son micro. Merci. Voilà, super. Et encore un grand merci du coup, Jean-Yves, pour l'intervention de ce matin, parce que du coup, ce que je disais en introduction, c'est pas forcément le côté qu'on veut montrer le premier côté qu'on veut montrer de son entreprise, mais c'est sympa d'être allé au-delà de cette première apparence. Et donc voilà.
Je ne sais pas si on t'entend. C'est bon. Oui, donc voilà, j'avais un parfait. petit… Il faut que j'active le partage. C'est bon, on est bon. On est bon, voilà. Voilà, c'est bon. Juste un petit témoignage sur ce qui s'est passé chez nous. Donc, déjà, je vais pour donner le contexte, je vais 2-3 mots sur Arro. Donc, Arro, nous sommes une société basée dans le sud de la Sarthe, à Montval-sur-Loire, qui fait du soudage par résistance. Donc, le soudage par résistance, c'est un procédé d'assemblage de pièces métalliques qui utilise le courant, qui envoie un courant, et avec la résistance entre les pièces, la résistance de contact entre les pièces, le métal chauffe et fond. Et donc, en haut à gauche, là, vous voyez 3 illustrations de ce qui se passe pendant le soudage. Donc, la lumière, c'est un petit peu l'échauffement des tôles. Et en bas à droite, vous voyez là, un contrôle qualité d'un point de soudure. Donc là, le point s'arrache, donc ça veut dire que le point de soudure était bon. Bon, tout ça pour dire que c'est notre spécialité. Par contre, nous faisons des équipements de soudage. Donc ici, vous voyez qu'ils peuvent être robotisés. Donc là, l'élément jaune que vous voyez en haut à gauche, c'est une pince à souder. Et la baie de commande que l'on voit ici, qui est portée, pardon, la pince est portée par un robot. Et on voit derrière la commande du robot en bas et la commande de soudage au-dessus. On a les mêmes genres de dispositifs en manuel. Donc là, même dispositif, une pince, une armoire de commande, sauf qu'au lieu d'avoir un robot, l'outil est manipulé par un opérateur. Et enfin, on va avoir des stations stationnaires, donc là, avec des tailles un petit peu plus grosses, où cette fois-ci, ce n'est pas l'outil qui va à la pièce, mais la pièce qui vient à l'outil pour être assemblée. Donc, comme vous voyez, c'est du bien d'équipement qui va être vendu dans toutes les industries qui ont besoin d'assembler de la tôle. Par contre, principalement dans l'automobile. Alors, juste 2 mots sur la société. Donc, c'est une société française. Ici, à Montval-sur-Loire, dans la Sarthe, nous avons notre siège social, même si notre actionnaire, lui, est anglais, mais c'est bien une société française qui a été fondée en 1949. Qui est un des 3 leaders mondiaux sur le soudage par résistance. Au niveau de la taille, c'est à peu près une centaine de millions d'euros en 2019. Alors, j'ai pris 2019 plutôt que 2020, parce que c'est quand même plus représentatif. Depuis la crise Covid, bien sûr, le chiffre d'affaires a baissé et est en train de remonter. Mais en gros, c'est une société de 90 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 500 salariés dans le monde, dont 300 ici en France. Et nous avons une dizaine de filiales à l'étranger, dans lesquelles sont employées les 200 personnes supplémentaires. Toute la R&D est en France. On voit en haut à droite ici une photo aérienne de notre site. Nous avons le principal site de production et la R&D. Par contre, nous avons aussi 2 sites de fabrication parmi nos filiales. Donc, au milieu, ici, c'est notre site à Détroit aux États-Unis. Et en bas à droite, nous occupons une partie de ce bâtiment pour faire de la fabrication pour le marché local. La commercialisation, par contre, se fait dans plus de 40 pays. Plus de 90% de notre activité est hors de France. Et comme je disais tout à l'heure, 90% de notre activité est dans l'industrie automobile. Voilà. Ça, c'est juste, je dirais, pour situer un petit peu. Donc, c'est quand même une entreprise d'une certaine taille, sans être ni petite ni très grosse, je dirais. Et donc, nous avons une structure dont je vais un petit peu parler au niveau informatique. Et voilà, nous avons subi une cyberattaque assez importante en 2020. Alors, avant de décrire comment s'est passée l'attaque et ce que nous avons fait, juste pour illustrer, chez nous, l'informatique, c'est un ERP déjà pour commencer, pas des ERP, puisque nous avons SAP en France, divers logiciels, Navision, Sage, etc. dans les filiales. Nous avons pas mal de logiciels de CAO qui sont utilisés en recherche et développement et bureau d'études, CATIA, C Electrical, des compilateurs C++, donc beaucoup d'informatique technique. Une messagerie, bien entendu, Outlook, plusieurs sites web, un site web de promotion commerciale. Nous avons un site web marchand aussi sur une de nos activités. Et puis, nous avons aussi des applicatifs web pour les clients qui leur permettent d'avoir accès à des fichiers, des bibliothèques de produits, des choses comme ça.
Et puis divers progiciels, ressources humaines, gestion documentaire, workflow, etc. Donc ça a quand même une certaine taille. Tout ça est hébergé sur des serveurs Windows et des serveurs Linux, en fonction des applications. Et au niveau du management de ce système d'information, nous avons 4 personnes en France, je veux dire une demi-personne, plutôt dire une personne à temps partiel aux États-Unis, qui est notre plus grosse filiale où nous avons 80 personnes. Et sinon, dans les plus petites filiales, pas d'informatique, pas de responsable informatique, pas d'informaticien, mais des correspondants qui gèrent localement les sauvegardes et ce qu'est la gestion des postes. Nous sommes aussi sous contrat, en plus de ça, avec une société de service qui est basée en Angleterre parce qu'elle travaille aussi pour d'autres sociétés qui appartiennent au même groupe britannique. Je dis que notre actionnaire était britannique. Mais bon, c'est une société de service. Elle est en Angleterre, elle pourrait être française, qui a pour mission la supervision du réseau global, dans la mesure où certaines parties sont mutualisées avec d'autres sociétés de la holding. Ils gèrent une assistance et une hotline 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Et c'est eux qui gèrent les antivirus, les anti-spam, les firewalls. Et ils gèrent aussi au niveau fonctionnel Outlook et Office 365. Donc, vous voyez quand même une structure qui est quand même relativement sérieuse. On pensait être bien conscient des risques cyber, avec quand même justement donc antivirus, anti-spam, firewall, sensibilisation des utilisateurs, signature de chartes informatiques par les salariés. Voilà. Et en fait, même quand on pense être à l'abri, on ne l'est pas. On ne l'est pas forcément. Et enfin, c'est même sûr qu'on ne l'est pas. Hein. Je pense que la question, c'est pas de savoir si on va être frappé par une cyberattaque, c'est plutôt quand. Et donc là, ça nous est arrivé en février 2020. Le 14. Pardon. Le 14 février, c'est pas oui, le 14, c'était pour la Saint-Valentin, c'était sympathique, les hackers ont pensé à nous. Et en fait, l'infection a démarré dans notre filiale aux États-Unis et elle a été détectée par contre en France. Hein. On était on ne suivait pas une des bonnes pratiques dont vous avez parlé. Hein. Notre système n'était pas assez cloisonné et du coup, l'attaque qui a démarré aux États-Unis s'est répandue dans toutes les entités du groupe. Donc, ça a été détecté en France parce qu'un de nos serveurs SAP n'a pas démarré correctement. Donc, tout de suite, nos informaticiens ont regardé ce qui se passait. Ils ont détecté des fichiers cryptés. Dès qu'ils ont détecté ces fichiers cryptés, ils ont arrêté tous les serveurs France, tous les serveurs dans les filiales, donc la plupart à distance. En France, il a fallu venir sur site pour un samedi, donc pour continuer à descendre les serveurs. Déconnexion de tous les terminaux du réseau pour éviter que la propagation continue. On a fait appel à notre prestataire SS2I qui a envoyé immédiatement 3 ingénieurs qui ont voyagé le dimanche depuis l'Angleterre et on a essayé de ne pas perdre trop de temps. Et dans la semaine qui a suivi, du 17 au 21, en fait, toute notre informatique était arrêtée. Donc, en gros, on a fermé l'entreprise. Et il nous a fallu une semaine pour vérifier l'intégrité des serveurs, vérifier l'intégrité des sauvegardes, récupérer les données depuis les sauvegardes, voir quelles sauvegardes étaient infectées, lesquelles étaient saines, reconstruire. On a décidé donc de reconstruire le système à partir de nouveaux serveurs. Donc, heureusement, on avait 2 serveurs qui étaient prévus d'être installés. Donc, on a réinstallé sur ces serveurs. On a scanné tous les terminaux, donc ça doit représenter à peu près 250 à 300. Oui, plus les filiales. Ouais. On ne doit pas être loin de 400-450 terminaux PC qu'il a fallu scanner. En tout cas, ça a occupé les 3 personnes envoyées par la SS2I, plus nos 4 personnes du service informatique. On a 7 personnes qui ont travaillé, je dirais, plus qu'à plein temps, entre 10 et 12 heures par jour pendant une semaine. Et tout le reste de l'entreprise a été placé en chômage partiel. Donc, c'était quand même une attaque très, très importante, très handicapante.
À partir donc à la fin de cette semaine, on a réussi à remettre sur pied la messagerie, le RP. Vous savez, ça a l'air de rien, mais quand on n'a plus de messagerie, déjà, vous voyez, on repasse au téléphone. Il a fallu, pour interagir avec tout le monde, toutes les filiales, il faut prévenir tous les commerciaux, prévenir des clients, et on se retrouve un petit peu démunis. On n'a plus l'habitude de travailler comme ça, sans messagerie, sans visioconférence, juste avec un téléphone et des emails personnels ou du Skype à partir de PC personnels. La semaine qui a suivi, donc on a pu reprendre progressivement l'activité en France. Je dis progressivement parce que ça a vraiment le SAP, donc le RP refonctionnait. Par contre, la plupart des logiciels, eux, n'avaient pas redémarré. Donc, on a continué la reconstruction du système, continué les scans des terminaux, remis en route les serveurs de fichiers, les logiciels de CAO pour que le bureau d'études puisse commencer à travailler. Et on a commencé à migrer aussi les ordinateurs vers un nouveau domaine. C'est-à-dire qu'on a fait le choix plutôt que d'essayer de nettoyer les systèmes, de tout reconstruire sur un nouveau domaine avec des nouveaux serveurs. Voilà, on a réussi à rebrancher au bout de la deuxième semaine, on a rebranché les accès à distance. Et alors ça, c'était pour la France. Donc la France a redémarré doucement. Par contre, ça nous a pris du 24 février jusqu'au 6 avril pour redémarrer les filiales. C'est-à-dire que la France a été arrêtée une semaine et on a des filiales. La dernière filiale à avoir redémarré, notre filiale chinoise, a redémarré après 7 semaines de fermeture, d'arrêt complet. Juste au niveau des diagnostics, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, un seul des 2 serveurs de production de l'ERP avait été infecté. Donc, heureusement, la détection a été suffisamment rapide pour que l'infection ne soit pas totale. Les serveurs de développement, par contre, et d'intégration de l'ERP étaient infectés. Sur 3 serveurs de fichiers, on en avait un qui était infecté, 2 non. Le serveur de messagerie était infecté. Et par contre, heureusement, les serveurs Linux, on en a en France et aux États-Unis, étaient sains. Au niveau des sauvegardes, on avait 3 niveaux de sauvegarde, des shadow copies qui étaient infectés, des backups sur disque qui étaient infectés, et par contre, heureusement, les sauvegardes sur bande étaient saines. Pas toutes d'ailleurs, hein, et on a tout redémarré à partir de sauvegarde. Par contre, certaines bandes de sauvegarde du 14 février, donc le jour de l'attaque, en fait, juste avant l'attaque. Par contre, il y a certaines des bandes qui étaient infectées. Il a fallu là qu'on remonte les sauvegardes qui sont hebdomadaires, donc les sauvegardes de la semaine précédente. Donc là, on a perdu sur certaines activités, on a perdu une semaine de travail. Au niveau de la nature de l'attaque, je n'ai pas dit, c'était un ransomware qui avait été activé par un cheval de Troie. Donc, comme je disais, bien entendu, on n'a pas négocié, on n'a pas payé de rançon, on n'a rien fait. On a complètement ignoré le ransomware pour tout reconstruire à côté. Et classiquement, voilà, c'est l'attaque qu'on a fini par comprendre après, en menant une enquête, que c'était en fait un empilage d'erreurs humaines qui avaient rendu l'attaque possible. C'est-à-dire que la première chose, c'est une pièce jointe à un mail qui a chargé un cheval de Troie sur un poste individuel aux États-Unis. Ensuite, le logiciel est resté dormant pendant plusieurs semaines. Et à un moment, en attendant qu'une porte s'ouvre, et cette porte est arrivée avec une deuxième erreur humaine, c'est-à-dire qu'un compte administrateur a été utilisé de manière non appropriée sur le poste infecté. Et là, l'attaque s'est déployée sur tout le réseau. Et comme nous avions un seul domaine pour tout le groupe, l'attaque s'est répandue dans tout le groupe, c'est-à-dire dans tous les 11 pays, toutes les machines en même temps. Bon, au final, finalement, si on tire un peu le bilan, on a eu une semaine d'arrêt, je disais, en France, 2 à 7 semaines d'arrêt dans les filiales, donc c'est très handicapant quand même. Le redémarrage des filiales a été rendu très compliqué parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'avec une attaque en février,
Un mois plus tard, la France était confinée. Mais en fait, ça démarrait déjà avant, puisque notre filiale chinoise était confinée depuis début janvier. Voilà, donc en fait, nous, on a vécu on a suivi en parallèle presque la pandémie, hein, pour nous, ça a démarré en Chine, ensuite ça s'est répandu dans nos filiales européennes, et ensuite on a eu la dernière filiale à confiner a été la filiale américaine. Mais tout ça a rendu le redémarrage des sites très difficile. Et sachant qu'en plus en Chine, on a eu la complexité des liaisons Internet. Donc on ne pouvait pas aller en Chine à cause d'abord des confinements, puis des interdictions de voyage. Interdictions de voyage qui continuent d'ailleurs encore maintenant. Hein. Aujourd'hui, il est impossible de se rendre en Chine. Donc il a fallu tout redémarrer à distance avec des liaisons Internet qui sont très aléatoires dans la mesure où le gouvernement chinois surveille plus ou moins, bloque, ralentit. Voilà, même rien que lancer un scan d'antivirus sur un serveur en Chine, il fallait qu'on s'y reprenne à 5, 6, 7 fois parce que les processus étaient arrêtés. Bref, donc ça a été quand même très complexe. En parallèle de la reconstruction, il a fallu qu'on bascule 120 personnes en télétravail à partir du 17 mars, hein, avec les confinements, donc pendant la reconstruction. Et franchement, les désagréments, hein, les utilisateurs ont continué à se plaindre de petits dysfonctionnements ou de désagréments jusqu'à 9 mois après l'attaque. Donc, je dirais que ça nous a presque pris 1 an pour revenir à une situation normale. Et encore, quand je dis normale, on a perdu certains conforts d'utilisation qu'on avait avant grâce au fait d'avoir tous sur le même domaine. Aujourd'hui, on ne les a plus. On a reconstruit en cloisonnant. C'est-à-dire, par exemple, chaque filiale maintenant est cloisonnée par rapport aux autres de manière à ce que la prochaine cyberattaque, parce qu'encore une fois, la question n'est pas de savoir si on va en avoir une, la question est quand. La prochaine attaque, en tout cas, ne pourra pas se répandre comme ça dans la totalité du groupe et sur toutes les applications parce qu'on a cloisonné autant que possible les domaines. Par contre, le cloisonnement, ça veut dire qu'il faut travailler un petit peu différemment. Ça veut dire que l'échange de données avec les collègues dans les filiales est un peu plus compliqué. Mais je veux dire, c'est un petit peu le prix à payer pour éviter que la prochaine attaque nous remette à genoux comme ça. Le coût global a été évalué à plus d'1 million d'euros. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très, très sévère. Par contre, globalement, on estime qu'on s'en est très bien sorti parce qu'on a eu très peu d'impact client. C'est vrai que avec 1 semaine de fermeture au siège et jusqu'à 7 semaines de fermeture dans les filiales, on se demande un peu comment on a réussi à faire, mais en tout cas, on a réussi à impacter très peu les clients, y compris sur la production. Bon, le fait finalement derrière qu'il y ait eu les confinements, ça nous a freiné au niveau de la reconstruction. Par contre, ça a aussi ralenti le marché avec beaucoup d'usines clients qui ont fermé. Et du coup, 1 semaine de retard ou 2 semaines de retard sur des livraisons, c'était un petit peu moins grave quand le client lui-même tournait au ralenti. Juste qu'est-ce qu'on en sort de tout ça, quelques leçons, points de vigilance qu'on essaie de travailler et de retravailler. Bon, la première, c'est les sauvegardes. Hein, on a tout reconstruit à partir des sauvegardes, donc qualité des sauvegardes, fréquence des sauvegardes, isolement des sauvegardes. Avant, on faisait aussi des choses, on ne sortait pas forcément les bandes du robot de sauvegarde tout de suite après la sauvegarde. On les sortait parfois 1 jour après, 2 jours après. Voilà, c'est la meilleure façon pour avoir des sauvegardes infectées. Donc là maintenant, on est beaucoup plus discipliné. Hein. Dès que la sauvegarde est terminée, les bandes sont sorties du robot de sauvegarde. Les sauvegardes sont aussi fréquentes que possible. La sensibilisation permanente des utilisateurs, alors ça, c'est un petit peu la tarte à la crème. Tout le monde dit ça, mais comme je vous dis, nous, on pensait sensibiliser nos utilisateurs, on leur faisait signer des chartes informatiques, etc. Ça finit toujours quand même, l'erreur est humaine, donc l'erreur arrivera. Donc, il ne faut pas sensibiliser une fois les utilisateurs, il faut les sensibiliser en permanence. Forcer les changements de mot de passe, voilà. Et des tas de bonnes pratiques, donc comme disait
la personne de l'ANSSI. La formation continue aussi des administrateurs, parce qu'il y a les utilisateurs et les administrateurs. Vous avez vu que nous, notre attaque, ça a été d'abord une erreur d'un utilisateur lambda, je dirais, puis une erreur d'un utilisateur, d'un administrateur. Donc maintenant, on a aussi complètement revu les fonctions d'administrateur, la gestion des mots de passe d'administrateur. On a aussi un système LAPS maintenant. Alors, je ne connais pas trop les détails techniques, mais voilà, avec des systèmes de génération de mots de passe uniques et à temps limité, etc. Le cloisonnement, donc ça, pareil, l'ANSSI l'a mentionné, et moi-même après, quand on a reconstruit, on a mis une attention particulière sur le cloisonnement pour éviter la propagation, de manière à ce que quand une attaque arrive, ça infecte un domaine de l'entreprise et non pas tous les systèmes d'information de l'entreprise. Un conseil aussi, c'est de s'assurer. Je vous disais tout à l'heure, l'attaque nous a coûté plus d'1 million d'euros. Ça, c'est l'évaluation financière qu'on a fait pour notre assureur parce que nous étions assurés. Je dois avouer aussi que nous avons été très bien indemnisés. Alors, pas à hauteur du préjudice, mais quand même plusieurs centaines de milliers d'euros de remboursement d'assurance. Donc, l'assurance n'étant pas pour payer la rançon, parce qu'on voit dans la presse souvent que les assureurs sont utilisés pour payer la rançon, mais l'assurance pour compenser les pertes d'exploitation et payer les coûts de la reconstruction du système. Et surtout, je pense, savoir où frapper pour obtenir de l'aide. Donc là, je crois que vous avez mentionné, mon prédécesseur a mentionné le plan de continuité d'activité. Alors, ça peut s'appeler comme ça, c'est pas obligatoirement, mais c'est clair que, encore une fois, la question n'est pas de savoir si on va subir une cyberattaque, la question est de savoir quand, et donc, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut savoir où appeler quand le problème se produit. Parce que on a déposé plainte, mais le déposer plainte, c'est nécessaire, mais à court terme, ça n'apporte pas grand-chose. Et encore une fois, je ne pense pas qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'avoir en interne toute la force de frappe pour redresser les conséquences d'une cyberattaque. Je pense qu'il faut faire appel. Vous avez vu, moi, j'ai parlé de la SS2I avec laquelle on était sous contrat. Sans eux, on aurait réussi à redémarrer, mais ça nous aurait pris 3-4 fois plus de temps. Et là, on aurait eu des impacts clients. Donc, c'est important de pouvoir savoir, d'anticiper et de savoir où et comment agir le jour où l'attaque se produit. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous. Donc, vous voyez, ça a été assez traumatisant, mais d'un autre côté, on s'en est sorti et on a essayé de se préparer pour être moins vulnérable lors de la prochaine attaque. Top. C'est bon. Ouais, merci Jean-Yves. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle à tous que vous pouvez ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat. C'est vrai que là, il faut vraiment profiter de ce retour d'expérience qui est vraiment très complet. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je pense que c'est pas, je suis même surpris du niveau de détail jusqu'auquel tu as été sur cette présentation. Et finalement, assez surpris aussi de voir que en termes de perte d'image et de perte commerciale, finalement, vous avez été assez peu impacté. Est-ce que vous avez mené des actions particulières? Parce que j'imagine que quand vous dites à votre client que vous subissez des attaques et que potentiellement ces fichiers sont dans la nature, j'imagine qu'il se pose des questions aussi. Oui, c'est vrai que je n'ai pas mentionné ça, mais on n'a pas eu de vol de fichiers ni de vol de données. Donc, en fait, et une chose aussi qui est importante, j'ai dit, surtout dans la mesure où j'ai dit qu'on travaillait pour l'automobile, nous ne sommes pas fournisseurs de pièces, donc nous ne sommes pas vraiment fournisseurs. Nous ne sommes pas fournisseurs en juste à temps, par exemple. Donc, c'est clair que si on avait été fournisseur en juste à temps, une semaine d'arrêt, ça aurait été catastrophique. Nous, comme je disais tout à l'heure, nous fournissons des biens d'équipement. Donc, une semaine, et nous avons justement comme objectif interne, généralement, quand on doit livrer semaine 45, on vise une fin de production semaine 44, on a une semaine de réserve. Et finalement, comme on a fermé une semaine, ça correspondait exactement à la marge d'erreur qu'on avait. Voilà, donc on a eu, quand je dis il n'y a pas eu d'impact client, on a quand même eu à négocier quelques retards avec des clients, mais ça a été négociable. D'accord, ok.
On n'a mis aucun client dans la panade en ne livrant pas. Mais on a eu quand même des retards de livraison. Oui, mais ni inquiéter non plus des clients par cette attaque. Non, dans la mesure où on Non, n'avait ça va. pas eu de vol. Ouais. De... Ouais. Ok. Très bien. Super. Super. Ça va. Merci beaucoup Jean-Yves. Et ben, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à Romuald. Du coup, alors, en espérant que tout se passe bien. Alors, ouais, déjà, on te voit. A priori, on t'entend. Donc, on est Ouais, bon. Ok, super. Ça veut dire qu'on a résolu nos problèmes de ce matin. Donc, c'est parfait. Et donc, du coup, là, ouais, pour faire un petit tour sur les solutions, alors toi, je te laisse te représenter, du coup, Romuald, parce que moi, je te connais forcément, mais je te laisse te représenter. ok, bah je commence par ça et puis j'enchaîne avec Ouais, les cas. Vous tout à voyez fait. le. Non, on voit pas, tu te rappelles, faut pas te mettre en plein écran. Voilà, on va rester comme ça. Bon, Si tu, voilà, je sais pas si tu peux fermer le petit volet à gauche avec écrit les numéros de diapo ou pas, mais sinon, pas trop. sinon, on voit. Hein. Voilà, c'est parfait là. Nickel. Bon, eh ben, désolé pour le petit souci technique qui fait que je peux pas diffuser en plein écran, donc vous allez voir les bandes sur les côtés, peu importe. Donc moi je suis Romuald Conti, j'ai fondé en fait la société Opus Labs il y a 4 ans. C'est la suite logique de mes 15 dernières années d'activité. En fait, chez Opus Labs, on fait de la recherche et du développement à la demande. En gros, on dit qu'on est un labo de recherche, un labo de R&D privé. Il y en a d'autres qui diront que c'est un bureau d'études avec un joli nom. Peu importe. En tout cas, c'est ce que je sais faire et ce que mes collaborateurs savent faire depuis longtemps. Parce que moi, j'ai commencé, j'étais ingénieur R&D en informatique, et puis après, j'ai poursuivi à ces postes-là jusqu'à faire de responsabilité technique, responsabilité recherche et développement. Et puis voilà, il y a 4 ans, j'ai décidé qu'on vende nos services à plus d'un seul client à la fois, vu que je pratiquais cette activité de manière salariée avant. Alors chez nous, en fait, on a quelques valeurs. Donc on est très axé logiciel libre. On se sert que très exceptionnellement de logiciels privateurs, comme on est en train d'utiliser actuellement. Et puis, pour moi, j'ai fondé cette boîte en fait avec 2 objectifs. Le premier, c'était d'offrir le même service qu'on pouvait offrir aux gens qui nous salariaient auparavant. Mais quand il n'y a pas une charge suffisante pour prendre un salarié, ce qui est quand même le cas de pas mal de TPE, PME qui ont un besoin spécifique, mais pas forcément la charge pour salarier quelqu'un à plein temps. Et surtout pour être libre de choisir quelle qualité on peut produire, puisqu'en fait, quand on est salarié, on a le lien de subordination qui nous amène à choisir la qualité qui est demandée. Et nous, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis déjà quelques années, donc que ce soit la qualité de la réalisation, le code, la qualité du déploiement, de l'intégration, de la mise à disposition, et même après, comme l'exposait Régis, de l'exposition. En fait, on trouve que dans notre domaine, il y a un laxisme flagrant, tout le monde se concentrant sur la fonctionnalité plutôt que sur la sécurité et la résilience. Donc voilà, ça c'est les raisons d'existence d'Opus Labs. Alors nous, je dois préciser qu'on n'est pas une société qui fait exclusivement de la cybersécurité. Il y a des acteurs sur le marché, d'ailleurs l'ANSSI en référence beaucoup, qui sont qualifiés par exemple pour vous faire des audits de sécurité, pour vous faire des analyses BIOS, des choses comme ça. Donc là, je vous invite à aller voir. Il faut le faire. Nous, on insiste fortement pour faire ce genre de choses. Nous sommes des gens qui amenons de la cybersécurité plutôt par la prévention. C'est-à-dire qu'on fait tout le travail amont qui vous évite d'avoir des problèmes théoriquement. Alors, comment on procède? Eh ben, en fait, ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des logiciels, c'est d'abord travailler sur les logiciels. Donc, on peut accompagner les clients à de l'industrialisation logicielle. Aujourd'hui, quand on fait des logiciels, on les produit
avec beaucoup de code, beaucoup de gens, beaucoup de dépendances, je pourrais expliquer si besoin. Bref, on anime quand même une multitude de technologies pour obtenir la fonctionnalité qu'on désirait. Et puis, on fait encore du logiciel de manière assez artisanale. Je parle du domaine de mes semblables. Et donc, nous, on accompagne le client à l'industrialisation logicielle. Donc, ça va être tout ce qui est intégration continue, test, vérification de qualité de code et autre chose. Donc là, qui permet de renforcer d'un cran la qualité du logiciel. Ça n'évite rien, mais ça renforce d'un cran. On fait de l'accompagnement au cycle de vie de logiciel aussi. Donc là, c'est aider au déploiement continu. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de logiciels qui sortent de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et quand on fait ça, c'est difficile d'intégrer des correctifs de sécurité. Si en fait on sait qu'il y a une faille, qu'on la corrige et que de toute façon le logiciel finit par arriver sur le poste du client 6 mois plus tard, ça n'arrange rien, ça laisse une faille disponible et connue, surtout pendant 6 mois. Et puis, donc là, si on s'adresse un peu plus aux serveurs et aux services exposés, donc nous, on fait de la mise en conformité de parc, donc principalement du parc serveur, pour ceux qui les possèdent et pour ceux qui veulent déléguer. Alors, la mise en conformité de parc, ça permet, soit concrètement, comme le disait Jean-Yves, d'insister sur les bonnes pratiques, hein, la bonne pratique par la coercition. on fait un petit peu de forcing pour renouveler le mot de passe, pour la solidité, voilà. Et puis appliquer au serveur, ça va être appliquer les directives de l'ANSI et toutes les recommandations de l'ANSI sur quel algorithme de chiffrement peut être autorisé ou non, quel port peut être accessible, quel service peut être accessible et à quel IP. Est-ce qu'on doit fermer une range d'IP, on appelle ça donc une plage d'IP particulière, parce que cette plage d'IP est surexploitée pour des attaques. Voilà. Donc des mises en conformité de parc, ça permettait d'appliquer des politiques de sécurité à l'ensemble d'un parc. Alors chez nous, on fait ça plutôt sur les serveurs que sur les postes clients, mais on peut accompagner les clients pour qu'ils aient une stratégie pour pouvoir le faire sur le poste client. Voilà. Et enfin, on fait du durcissement d'application aussi, ça nous arrive. Donc, en périphérie, donc le durcissement d'application périmétrique ou périphérique, c'est le principe de prendre une application et de ne rien pouvoir altérer dans cette application, et donc d'offrir un cloisonnement. Alors, un cloisonnement, c'est une partie du durcissement, mais aussi des règles d'accès, mais aussi du durcissement d'applicatifs existants, si c'est le logiciel métier du client ou si c'est un logiciel libre. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'on est. Un petit peu de cybersécurité chez nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire qu'on fait beaucoup de veille sur les outils et les techniques d'attaque. Parce que techniquement, déjà, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'un hacker, on le voit que malveillant, mais derrière le hacker malveillant, il y a un hacker. Et un hacker, ça veut dire que c'est la traduction la plus littérale, c'est un bidouilleur. Un bidouilleur, c'est quelqu'un qui use de son génie pour trouver une astuce. Alors, voilà, quand on est intéressé par la technique, le génie et l'astuce, c'est quand même quelque chose qui intéresse, notamment pour organiser la défense. La cybersécurité, donc chez nous, c'est aussi les applications de recommandations de l'ANSI, que ce soit sur les parcs serveurs des clients, le nôtre, les postes clients, voilà, évidemment. La sensibilisation, beaucoup. C'est la partie qui est encore assez difficile aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde le sait, mais personne ne s'en occupe. Et puis, il y a une impression de ce n'arrive qu'aux autres. Alors, je compléterai ce qu'a dit Jean-Yves. La question, c'est pas est-ce que vous allez vous faire attaquer, c'est plutôt quand. Alors, je vais compléter en fait quand ça a déjà été fait, c'est-à-dire que votre système a déjà été attaqué. La question, c'est est-ce qu'il a été compromis. C'est ça. En fait, nous, c'est ce qu'on observe. Et c'est en ce sens qu'on aimerait bien sensibiliser plus nos clients, et pas que d'ailleurs, au fait qu'il faut faire quelque chose pour ces aspects-là.
Alors, les plus évidents sont les fuites de données, parce que là, on se dit, ah tiens, je vais perdre quelque chose qui a de la valeur. La destruction de données, là, on peut se rendre compte que, comme l'expliquait Jean-Yves, quand il y a de la destruction, il y a reconstruction derrière. Et encore, si on a des données, donc parfois il y a de la perte avec une semaine de perte parce qu'on a un décalage dans les bandes, mais ça peut être aussi beaucoup plus si on n'a pas de sauvegarde viable ou des sauvegardes contaminées. La sensibilisation aussi sur la vie privée, les données sensibles. Alors là, c'est tout ce qui va tourner autour de l'exfiltration organisée par les services gratuits qui sont disponibles en ligne, hein, tout ce qui est Drive, Cloud et autres. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est un raccourci, mais dont on pourrait discuter. Voilà mon point de vue. En tout cas, quand on est une entreprise commerciale, si on fait un produit gratuit, nécessairement, c'est qu'il y a un moment de récupération de la valeur. Et à vous de trouver comment. Le chiffrement, alors le chiffrement un petit peu moins maintenant sur le chiffrement des communications pures, parce que les gens ont compris qu'un site accessible en HTTP n'était même pas un site à visiter, hein, il faut uniquement de l'HTTPS et avec des bons algos de chiffrement, et voilà, votre navigateur vous l'indique, sauf que aujourd'hui le chiffrement des communications, même s'il est très bien organisé entre machines, il est assez mal organisé entre les humains, notamment. On envoie encore des mails qui passent en clair sur l'intégralité de l'infrastructure, ce que je rappelle à chaque fois, mais que les gens oublient. Un mail que vous envoyez à un tiers sans chiffrement, il part de votre poste, il est en clair, votre fournisseur d'accès le voit en clair, le fournisseur d'accès intermédiaire le voit également en clair, et puis celui qui le reçoit aussi. Bref, voilà, donc de la sensibilisation, de l'incitation très forte à faire auditer ces systèmes. Alors, comme je le répète, nous n'effectuons pas ces audits chez Opus Labs, mais il faut le faire. Déjà, ça vous permet de savoir si les prestataires qui agissent sur votre système font quelque chose de correct. Et puis, ça permet aussi, même quand on a un système assez solide, d'avoir un périmètre. Puis, je vous incite aussi à augmenter en fait le montant que vous mettez à chaque fois dans l'audit. Parce qu'un audit, vous pouvez faire des tas d'audits, je ne vais pas parler de là, mais on peut aller très loin dans l'audit d'un système. Hein. On peut même avoir de l'obligation de moyens, voire de l'obligation de résultats sur la découverte d'une faille. Bon, voilà. Et puis, pour finir, ce que c'est au quotidien, c'est évidemment une hygiène informatique imposée aux intervenants. Alors là, qu'est-ce que c'est une hygiène informatique qu'on impose, nous, aux intervenants? Les intervenants, c'est tous les intervenants d'Opus Labs. Alors, il y en a pléthore, hein, ça va du disque chiffré, l'utilisation de multifacteurs d'authentification, le cloisonnement entre l'administration et l'usage en tant qu'individu. Et puis chez nous, on pousse un petit peu plus loin, c'est-à-dire que chez nous, on utilise exclusivement des logiciels libres et des systèmes qu'on sait sur le cœur du métier. Quand on doit utiliser un logiciel libre tiers qui n'a pas forcément été vérifié par la communauté ou qui est suffisamment nouveau pour ne pas être bien connu, il est utilisé dans une machine virtuelle. Et a fortiori, quand on doit utiliser le logiciel privateur, comme je dois le faire ce matin pour vous donner ce logiciel privateur et service privateur d'ailleurs, pour vous donner cette intervention, et ben là, il y a une machine virtuelle dédiée, donc je n'utilise pas mon poste, j'utilise une machine indépendante de mon poste de travail. Voilà, c'était pour l'anecdote, pour le fait aussi de rappeler que dans le panel d'outils qu'on utilise, on utilise quand même beaucoup d'outils dont on devrait se méfier, selon moi. Alors justement, se protéger de quoi? Donc là, je ne vais pas vous refaire ce que Régis a dit, et donc le constat national de l'ANSSI sur quelles sont les menaces. Moi, je vais vous parler de ce que je constate, moi. Sur les, sur les serveurs, en fait, ce qu'on constate, c'est vraiment des attaques de masse. Juste, excuse-moi. Pardon, excuse-moi, Romuald, je te coupe en pleine, mais du coup, on est toujours sur la première slide. Je ne sais pas si tu as fait avancer ou pas, ou si tu n'as pas lieu de faire avancer. Bien sûr, oui, j'ai fait avancer. D'accord, ok, parce que nous, on est toujours sur la première. Non, là, tu es passé en plein écran. Et, ouais. Vous y voyez rien? Non, là, on voit toujours, on voit toujours la 2. D'accord.
Je vais faire ça. Voilà, là, on est passé sur la 4. Très bien. Voilà. Donc comme je vous le disais, donc, nous, ce qu'on constate, donc on a un parc de serveurs de quelques dizaines de machines, incluant des machines à nous, des machines aux clients. Et on a des outils de monitoring, de supervision, voilà, en français. On supervise beaucoup de choses, notamment tout ce qui va ressembler à des attaques. Alors, il y en a vraiment, c'est très varié, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on peut considérer que tout ce qui est tentative d'authentification non légitime sur un service, ça peut être une attaque. Clairement, quelqu'un qui a un robot qui a essayé d'accéder à un service, c'est une forme d'attaque qui ne va pas mener à une compromission nécessairement, mais c'est une forme d'attaque, jusqu'au plus élaboré et au plus ciblé. Donc nous, ce qu'on constate, c'est vraiment des attaques de masse automatisées, systématisées, c'est-à-dire ce sont des robots, ce sont des campagnes organisées avec, il va y avoir des vagues, à peu près tout le temps la même chose. On va constater à peu près synchronisé sur pas mal de serveurs une vague de telle ou telle origine du monde. Donc là, quand on parle d'origine, on parle d'origine d'attaque et on ne parle pas de l'attribution. L'origine de l'attaque, c'est depuis quel endroit l'attaquant envoie son attaque. Mais ce n'est pas de l'attribution qui est depuis où l'attaquant exerce. Nuance, hein, parce que sinon, on pourrait se poser des questions sur Microsoft et son cloud Azure qui mène énormément d'attaques sur le reste du monde. Bon, en l'occurrence, c'est tout simplement des gens qui souscrivent à une offre sur Azure pour mener des campagnes d'attaque ou qui contaminent beaucoup de nœuds Azure pour mener des attaques. Mais voilà, donc ce que je voulais préciser, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, si vous n'êtes pas encore éclairé sur ça, il y a très peu d'attaques ciblées constatées au regard des attaques de masse. C'est-à-dire que, comme le disait Régis tout à l'heure, de toute façon, il y a suffisamment de systèmes à compromettre pour qu'en fait, on s'attaque d'abord au plus faible. Hein. C'est beaucoup plus facile et massivement. Et en plus, maintenant, on arrive à cartographier qui est faillible. Donc, c'est vraiment l'outil idéal. Donc ça, c'est pour les serveurs. Ça, c'est ensuite pour les postes clients. Bah, voilà. Moi, je résume ça très simplement. C'est les attaques qui exploitent la faille humaine, hein, puisqu'on a beau mettre à peu près tout ce qu'on veut sur le poste du client. De toute façon, en cybersec, on considère quand même qu'un accès physique à une machine, c'est quasiment un accès intégral. Donc, bon, on peut mettre empiler tout un tas de logiciels, de restrictions, etc. Ma conviction, c'est que le plus gros travail à faire, c'est vraiment sur l'hygiène numérique, sur le fait que si c'est important d'éteindre son ordinateur et pas de le laisser en veille, si c'est important de chiffrer son disque pour pouvoir laisser son ordinateur dans son sac à dos sans avoir à se demander s'il a été compromis. Enfin bref, il y a vraiment une hygiène à mettre en place. Et choses dont on ne parle pas beaucoup, mais étant donné que je suis un homme de technique, moi je fais affaire avec beaucoup de machines, et les machines fonctionnent avec des logiciels, et les logiciels aussi sont un vecteur. C'est par là qu'on rentre, hein, de toute façon, et donc je pense qu'on devrait plus parler des logiciels. Moi, ce que je constate, nous, toute l'équipe, on constate que les attaques qui sont prédominantes sur le logiciel, ça reste encore des attaques simples, vraiment simples, exploitant des schémas connus. Alors, je ne vais pas vous donner les détails techniques de qu'est-ce que c'est un buffer avec un overflow, une injection SQL ou du cross-site scripting, c'est ce qui se pratique beaucoup. Hein. Mais en fait, ce sont des schémas connus. Ah, je vais laisser la petite note sur la diapo, pardon. Elles sont très bien connues des attaquants, mais évidemment pas des développeurs. Donc, il y a vraiment un gros effort à la sensibilisation à la technique, à l'appréhension du problème pour l'intégrer directement dans le métier de développeur.
Et puis, il y a aussi, nous, ce qu'on constate, c'est beaucoup d'attaques sur des logiciels qui exploitent tout simplement des failles qui ne sont pas directement issues du logiciel, mais issues en fait des dépendances de ce logiciel. Aujourd'hui, je vais faire simple, lorsque vous demandez à un prestataire de construire un site Internet, il ne monte pas le site Internet, ou très rarement, à partir de rien. Il va utiliser des outils, par exemple, vous connaissez peut-être WordPress, mais WordPress lui-même va utiliser des petites briques logicielles qu'il n'a pas développées lui-même. Et il y a une myriade de dépendances, en fait. Par exemple, d'ailleurs, pour un site web, il faut compter des centaines, voire des milliers de dépendances en fonction de la taille de votre site web. Même un petit site web va compter des centaines de dépendances, voilà, de petites briques logicielles qu'on réutilise. C'est une force du logiciel libre, et c'est quelque chose qui se pratique aussi maintenant dans le logiciel propriétaire, c'est de s'appuyer sur quelque chose d'existant, les logiciels étant de plus en plus complexes. Et c'est bien sur ces dépendances en fait qu'on voit qu'il y a des attaques qui réussissent. Et tout simplement, pour chacune des entrées, là, on sait exactement comment gérer le problème, mais le problème reste entier parce que le problème n'est tout simplement pas géré. Et donc, je vais passer à la slide suivante. Est-ce que vous la voyez? Alors là, non. Là, non. Je vais faire exactement la même chose. Hop. Le cas chez le client 1. Voilà. Alors, bon, Ok. de toute façon, le client, je ne le citerai pas, et c'est une politique chez nous. Je ne parle pas de nos clients, ni qui ils sont, ni ce qu'ils font, et je ne parle pas des autres clients aux autres clients. C'est comme ça qu'on a choisi de travailler. Pour moi, ça reste dans la logique de la cybersécurité, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui, lorsqu'elles sont divulguées, peuvent être exploitées ou recoupées et exploitables. Donc, on a une politique très dure concernant la confidentialité. Mais bon, je vais quand même vous parler de la question qui l'animait et pourquoi il a fait appel à nous. Pourquoi aussi c'est une question de cybersécurité sur un de ces aspects. Donc, c'est un client qui est déjà sensible aux questions de protection de la donnée. Alors, la protection de la donnée au sens espionnage industriel, qui est encore très présent, le rançongiciel, et lui, il est également sensible déjà à tout ce qui va être Patriot Act et autres extraterritorialité de la législation, notamment américaine, puisque, comme vous le savez probablement, une piqûre de rappel, ça aidera, à partir du moment où vous utilisez un service hébergé aux États-Unis ou même hébergé en France, appartenant à une filiale, à un groupe ayant une filiale aux États-Unis et soumis à la législation américaine, soit. Et ce qui implique alors je vais éviter les détails juridiques, mais pour faire simple, le gouvernement américain ainsi que les prestataires de son choix de l'industrie auront accès sans l'intervention d'un juge à vos données. Donc, le est déjà sensible à ça. Le client a décidé de s'orienter vers des solutions libres, donc du logiciel libre, et de s'auto-héberger. Donc là, typiquement, c'était un beau challenge à l'époque, puisqu'il n'y avait aucun acteur qui proposait quelque chose de sérieux. Et donc, le client, sachant que, un peu comme Arrow, la valeur de son entreprise se trouve quand même dans ses données de R&D, il a décidé de mettre en place lui-même sa propre solution, et pour ça, il nous a sollicité. Donc, on l'a accompagné sur ses choix stratégiques, puisque le cœur de métier du client est très loin de l'informatique. L'accompagnement à la mise en place et au maintien des solutions retenues, parce qu'en fait,
J'en parlerai un petit peu plus tard rapidement, mais la maintenance des systèmes, c'est un gros vecteur d'attaque. Là, en l'occurrence, le durcissement des applications concernées, il nous a délégué ça aussi. Et puis, toute la stratégie de cloisonnement et de limitation d'accès aux données. Alors, le cloisonnement, ça se concrétise par on ne met pas tous les applicatifs au même endroit. La limitation des accès aux données, c'est le fait de permettre à certains utilisateurs d'accéder à la donnée ou non, mais aussi la limitation d'accès aux données dans le temps, c'est-à-dire que s'il y a de la donnée qu'on peut archiver et extraire de la partie exposée, c'est une bonne stratégie aussi. Enfin, voilà. On a accompagné pour tout ça. Comme je vois qu'il est midi, je vais faire vite. Je vais passer tout de suite au cas chez le client numéro 2. Donc, je vais glisser, partant du principe que Zoom ne va pas détecter que j'ai glissé. Je vais faire exactement la même manip que je fais habituellement. C'est ça. Voilà. Et donc, le cas numéro 2, donc là, c'est un hébergeur. Donc, de la même façon, je peux vous dire ce qu'il fait, mais pas qui il est, enfin, en tout cas, globalement, ce qu'il fait. C'est un hébergeur qui a plus de 1000 serveurs, donc physiques ou virtuels, peu importe, qui constate en fait des failles dans les systèmes hébergés. Donc les systèmes hébergés, pour un hébergeur, les systèmes hébergés, c'est le client, c'est son client à lui. Mais lui, il constate en fait des failles dans les systèmes du client dues au manque de mise à jour. Parce qu'il faut le rappeler quand même, hein, le manque de mise à jour sur le parc informatique, qu'il soit client ou serveur, c'est la première lacune constatée par le Centre de cyberdéfense de l'ANSSI, hein, c'est le fait qu'on ne s'occupe pas de ces machines. Je précise ça parce qu'en fait, ça démystifie le fait que la cybersécurité, ce soit quelqu'un de super intelligent qui ait fait quelque chose, une attaque super complexe, extrêmement élaborée. Oui, ça existe pour des attaques ciblées, quand c'est un gouvernement qui s'attaque particulièrement à une entreprise, ou particulièrement notre gouvernement. Dans ce qu'on voit tous les jours, non. Ce qu'on voit tous les jours, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré par effraction, mais il n'y avait même pas de cadenas sur la porte. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'on observe, hein. Voilà. Et donc, pour revenir au cas de notre hébergeur, il constate ça sur les systèmes hébergés de ses propres clients et qu'il y a beaucoup d'opérations réalisées manuellement en fait, pour le maintien en conditions de sécurité. Donc là, clairement, il y a pour lui une offre qui s'ouvre, hein. C'est trouver un moyen d'offrir de la mise à jour en continu, du maintien en conditions de sécurité, du maintien en conditions opérationnelles pour ses clients, et d'offrir cette valeur ajoutée-là aux clients en mutualisant l'effort, puisque quand on est hébergeur, on a quand même le pivot stratégique. Donc voilà, là de même, hein, accompagnement au choix d'architecture, mais également accompagnement à la mise en place, hein. Donc la solution pour ça, ça a été de mettre en place des outils de déploiement de mise en conformité. Donc comme je le disais tout à l'heure, la mise en conformité, ça permet d'imposer de manière un peu coercitive la bonne pratique, mais aussi d'avoir un parc informatique bien homogène où on sait que les règles, quand elles sont choisies une fois pour l'ensemble du parc, peuvent être appliquées sur tout le parc. Des outils d'orchestration. Alors l'orchestration, c'est quand vous allez vouloir effectuer une opération sur l'ensemble de votre parc à un moment donné. Donc là, pour faciliter, pour donner un exemple, ça va être orchestrer le fait de mettre à jour l'intégralité des WordPress que vous avez sur votre parc, ou mettre à jour l'intégralité des Odoo que vous avez sur votre parc. Voilà. Avoir des outils pour faire ça, auditables, voilà, où il y a un carnet de suivi pour chacune des machines, c'est quand même un minimum. Et puis, une amélioration de la gestion interne des utilisateurs, puisque, voilà, encore une fois, un des premiers problèmes, c'est que quand on donne beaucoup de droits à un administrateur, qu'on lui ouvre un compte, son compte, comme celui des autres, est
sujets à attaque par brute force, donc attaque robotisée par tentative répétée. Voilà, et puis lui aussi, il expose son identité, ses données, et comme il est administrateur, également les données des autres. Voilà, et puis le dernier point sur lequel on a travaillé, c'est l'accompagnement à la migration de ce qui existait. Donc, comment on fait pour prendre un existant qui ne suit pas de règles de sécurité ou qui n'a pas, en tout cas, il n'y a pas d'hygiène ou de procédure forcée, et comment on intègre quelque chose qui était là et qui est là depuis longtemps dans le flux de serveurs. Voilà. Donc, ça, c'est les deux cas que je voulais évoquer sur notre capacité à l'intervention en termes de cybersécurité chez des clients. Donc, comme je le disais, non, on est loin de le pen testing, hein, le test d'intrusion ou ce genre d'activités qui sont bien identifiées cyber, mais en fait, on en fait dans le sens où nous, mine de rien, on adresse quelques-unes des principales lacunes de sécurité constatées par le centre de cyberdéfense que répertorie l'ANSSI. Donc là, je vous ai mis le texte, je ne vais pas vous les faire toutes, mais le premier point, c'est quand même des systèmes et des applications, dont les sites web, qui ne sont pas à jour de leurs correctifs de sécurité. Voilà, c'est typiquement un sujet qu'on adresse directement. L'absence de séparation entre utilisateurs et administrateurs, un laxisme manifeste dans la gestion des droits d'accès. Bref, voilà, ça, ce sont des points sur lesquels il y a des réponses techniques et il suffit quelque part de les mettre en œuvre, mais il faut les mettre en œuvre. Voilà. Et je vous conseille vraiment toute la section entreprise du site de l'ANSSI. Et puis, je vais passer la parole à Antoine et répondre aux questions s'il y en a. Et là, voilà, c'est ça. Non, il n'y en a pas d'arrivée sur le chat pour l'instant, mais en tout cas, oui, ça a été pour le coup plus technique en tout cas en termes d'approche. Mais on sait que du coup, pour te connaître, je sais que tu es un technicien et que c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir ton approche sur cette thématique. Du coup, c'est vrai que c'est bien de refaire aussi un point sur l'ANSSI, qui est quand même une porte d'entrée hyper accessible pour vous, les industriels. Et après, évidemment, pour mettre en application ces sujets-là, des gens comme Romuald qui sont plus pratico-pratiques sauront répondre effectivement. Oula, c'est bon, t'as quitté le truc. Alors, attends. Eric qui demande si tu peux mettre le lien dans le lien de l'ANSSI. J'imagine. Le dernier lien, c'est ça que tu veux, Eric, j'imagine? Ouais, Voilà, juste si tu peux le coller. Si tu peux le coller dans la description, effectivement, ce sera super. Hop. Je profite également. Enfin, je profite. Ah oui, effectivement, aussi de l'occasion. Je vais vous partager le lien sur lequel vous allez pouvoir retrouver le webinaire en replay, mais aussi l'intégralité des webinaires et des vidéos qu'on produit chez Elefarcar, parce que du coup, depuis l'année dernière, on a activé cette chaîne pour que vous puissiez avoir accès à tout instant et partager les bonnes pratiques et tous les éléments qu'on vous met à disposition sur cette chaîne-là. Et comme ça, c'est aussi intéressant de retrouver les coordonnées des intervenants qu'on vous met à chaque fois. Donc voilà. Écoutez, je pense que... Attendez, je check vite fait si on est bon. On doit être bon. Tac, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. On a fait le tour de la question. J'espère que c'est... Ah oui, Simon repartage. J'espère que du coup, vous aurez tous bien saisi tout l'intérêt de prendre soin de votre parc informatique et de mettre les actions en place qui vont bien pour ne pas être... c'est même pas pour ne pas être attaqué, mais en tout cas pour limiter votre risque d'exposition. Je pense que du coup, chacun d'entre vous a du pain sur la planche de ce côté-là. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous souhaite de ne pas subir les attaques qu'ont pu ou en tout cas de ne subir qu'avec des impacts limités
les attaques. Et puis voilà ce que je peux vous dire pour conclure ce webinaire d'aujourd'hui. Je remercie une nouvelle fois, tous nos intervenants, Régis, Romuald et Jean-Yves. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et puis j'aurai plaisir à vous retrouver pour un prochain webinaire. Du coup, vous avez vu les événements défiler. Et alors, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite effectivement à vous inscrire sur notre événement dédié au business, mais business au sens large, c'est-à-dire que si vous recherchez un sous-traitant, si vous recherchez un fournisseur de solutions, si vous cherchez ne serait-ce que des sujets comme la cybercriminalité, des intervenants sur ces sujets-là, vous pourrez les retrouver sur notre plateforme Business for Industry. Il vous suffit de vous inscrire ou à minima de nous faire un petit mail pour qu'on vous inscrive directement et qu'on vous pré-remplisse la plateforme. Et voilà, aujourd'hui, on a à peu près 120 structures d'inscrites sur cette plateforme-là. On n'est qu'à 15 jours maintenant de l'ouverture de la plateforme, donc on est plutôt satisfait. Et c'est un événement qui se passera intégralement en ligne, donc directement depuis chez vous. Vous pourrez voir ça. On essaiera effectivement de limiter les risques, les risques cybercriminels, malgré le fait que ce soit tout en ligne, et de vérifier auprès de notre prestataire que tout se passera bien de ce côté-là. Très bien. Écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis je vous dirai à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Ah, mais